Bienvenue à tous, bienvenue au Game Fair édition 2023. Nous nous trouvons évidemment sur le stand d'Interprochasse avec son président, Jean-Christophe Chastan. Merci de nous accueillir, Bienvenue à vous, Stéphane, et votre invité, Bertie. Bertie. C'est un très joli prénom, Bertie. Merci. Alors, vous êtes délégué général du SNAFAM et de la Fédération professionnelle des métiers de l'arme et de la munition. Je veux parler de la FEPAM. Alors, pour mieux vous présenter, vous êtes une spécialiste de tir. Vous avez été championne de France de pistolet de vitesse à 10 mètres en 2010. Je me trompe? Non, pas du tout. C'était effectivement le tout premier titre dans ma nouvelle et jeune carrière sur le tard de tireuse sportive, qui ont pu être complétés par quelques autres titres par la suite en équipe et individuel. Alors on va parler d'autre chose que du tir de compétition et notamment je voulais vous parler du SIA, c'est-à-dire du système d'information sur les armes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est déjà? Alors dans les grandes lignes, rapidement, le système d'information sur les armes est un système qui a pour mission de permettre la traçabilité de l'intégralité des armes du moment où elles sont introduites ou fabriquées sur le territoire français jusqu'à leur mort, si on peut en parler de cette façon-là. Ça sera donc soit leur destruction, soit elles repartent dans un autre pays hors France ou territoire français. Donc le SIA permet de savoir à tout moment où se trouve l'arme, entre les mains de qui est l'arme. Donc l'arme est ce qu'on appelle encodée, donc immatriculée comme une voiture. Et donc tout au cours de son cycle de vie, on saura chez quel professionnel elle est, puisqu'en général ça démarre avec un professionnel, et après entre les mains de quel particulier elle est. Alors concrètement, je suis détenteur d'armes, je dois créer un compte. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Est-ce que tout le monde joue le jeu? Alors les comptes SIA, effectivement il y a la gestion des comptes SIA dans lesquels se retrouvent toutes les armes, et après il faut que chaque détenteur ou professionnel ait lui-même son compte SIA. Donc il y aura les comptes SIA professionnels, comptes SIA particuliers. Les professionnels sont tous déjà dans l'action depuis plusieurs années sur ce sujet-là. Et depuis le 8 février 2022, j'ai 10 années de retard, je fais un retour en arrière. Depuis le 8 février 2022, les chasseurs peuvent ouvrir leur compte SIA particulier. Voilà. Donc les ouvertures se font progressivement. Le service central des armes et des explosifs serait plus à même d'en parler que moi-même directement, mais font leurs ouvertures directement. Quelques problématiques techniques ont pu être rencontrées et parfois, pour ceux qui sont plus éloignés du numérique, engendrer quelques craintes ou quelques difficultés. Par contre, le SCAE, donc le service central des armes et des explosifs du ministère de l'Intérieur, qui est en charge de ce projet, déploie tous les efforts possibles pour accompagner. Ils sont d'ailleurs présents sur le Game Fair et viennent à la rencontre des chasseurs et des usagers pour les aider dans ces créations de comptes. Jean-Christophe, est-ce que c'est un fichier de plus? Est-ce que c'est très utile? C'est complètement utile, comme vient de le souligner Bertie. Bien évidemment, l'objectif est quand même de mieux contrôler la traçabilité des armes, également sur le plan à la fois de la sécurité, mais à la fois aussi sur le plan de l'utilisation pour les armuriers et pour les chasseurs. Ça rassure tout le monde et ça permet d'identifier une arme jusqu'à un peu à la fin de sa vie, comme le soulignait Bertie, ou alors lorsqu'elle repart vers l'étranger. Donc c'est un véritable progrès. C'est un peu long. Tout le monde adhère à ça, Jean-Christophe? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu long à se mettre en place au départ, mais je crois qu'il y a quand même une bonne mobilisation quand même du monde de la chasse. L'ensemble des acteurs du monde de la chasse ont énormément communiqué dessus, que ce soit la Fédération nationale, que ce soit la FEPAM, que ce soit l'Interprochasse, tout le monde au LFB, tout le monde a communiqué sur ce sujet-là. Bertie, tu me corrigeras, mais je crois qu'il y a eu un petit report d'ailleurs jusqu'au 1er janvier 2024, parce que normalement ça devait se terminer fin juin, pour permettre justement à un maximum de personnes de pouvoir déclarer. Je pourrais dire que moi, à titre particulier, et pourtant que je suis quand même bien informé parce que j'ai quand même Bertie qui me conseille beaucoup, j'ai moi-même eu un petit peu de mal à installer un petit peu mon compte. J'essaie d'aller voir un collègue armurier dans la Drôme, à Néron, faut pas le
sollicité, Gérard que tout le monde connaît bien, pour qu'il m'accompagne, parce que c'est des fois un peu compliqué et c'est vrai que, en plus ça m'intéressait en tant que professionnel de voir comment on mettait en place la démarche de la saisie d'un compte SIA et des armes pour aussi pouvoir conseiller, parce que c'est bien de communiquer mais le savoir-faire c'est encore mieux, de façon je dirais, réelle, concrète, et donc ça m'a permis de découvrir la démarche sur le terrain, de comment faire un compte SIA. C'est les armuriers, il y a vraiment un énorme effort des armuriers, des services de l'État, tout le monde est mobilisé et je crois que c'est un beau projet qui n'est plus qu'un projet puisque c'est aujourd'hui en marche et ça progresse correctement. Bertie, quels sont les avantages du SIA? Alors le détenteur particulier chasseur peut, après avoir passé les étapes de création de son compte, y trouver quand même certains avantages. Déjà, il a comme l'a dit Jean-Christophe, la présence de toutes ces armes dans son râtelier, il peut les visualiser clairement et facilement. Et surtout, pour les chasseurs qui voyagent, il aura aussi la possibilité d'éditer sa carte européenne d'armes à feu à loisir. Aujourd'hui, c'est administrativement plutôt un pinceum. Il faut mettre à jour son carnet, il faut le renouveler, il faut aller en préfecture, c'est un système papier. Donc demain, on pourra éditer même 2 fois par jour si on s'est trompé, on pourra rééditer sa propre carte européenne d'armes à feu. Donc ça facilitera vraiment la vie du chasseur voyageur. Lorsque on se promène dans les allées du Game Fair et que l'on discute avec les différents acteurs de la chasse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouvelles réglementations, beaucoup de réflexions sur les différents domaines. C'est toujours à la recherche d'améliorer soit la sécurité, soit toute autre chose pour les chasseurs en particulier. Oui, je ne sais pas si tu veux répondre, Bertie. Moi, je pense que c'est effectivement le monde de la chasse est en mouvement. Il n'est pas immobile. Il est à l'écoute de la société. Il est à l'écoute aussi du monde cinégétique. Et tous ces gens-là ont envie d'avoir justement une pratique de la chasse qui soit la moins critiquable possible et puis aussi la plus je veux dire, conviviale possible. Mais tout ça, ça passe aussi bien évidemment par un respect d'un minimum de règles parce qu'on est nombreux à pratiquer cette activité dans la nature, on est d'autres usagers à pratiquer l'activité l'accès à la nature et tout ça nécessite un minimum de rigueur. Je ne voudrais pas dire un maximum de rigueur, mais j'ai un peu ça quand même un peu en tête, à quelque part, parce que je crois que les chasseurs respectent un maximum de rigueur, et les professionnels du monde de la chasse aussi. Souvent, le grand public ne le sait pas, mais effectivement, il y a énormément de réglementations qui encadrent notre pratique et qui permettent de la sécuriser au maximum. Ça, c'est un fait. Vous voulez ajouter quelque chose, Bertie, sur ce sujet? Non, en fait, ce que le grand public souvent ne sait pas, c'est que tout détenteur d'armes est soumis à une réglementation en dehors de la réglementation de la chasse, mais une réglementation qui dépend du Code de la sécurité intérieure et qui est très précise, très stricte. Et donc le cadre dans lequel on peut détenir des armes, qui est plus ma partie et mon sujet, est très précis. Donc n'importe qui ne peut pas avoir accès à une arme et n'importe qui ne peut pas la conserver n'importe comment et ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc j'aimerais qu'on parle d'un autre dossier, c'est la formation des jeunes armuriers. Comment devient-on armurier? Alors jeune ou moins jeune armurier, parce que ce sont parfois des reconversions professionnelles, des rêves d'une vie qu'ils n'ont pas osé ou assumer, ou ont eu des parents qui ne les ont pas laissés complètement partir dans cette voie-là. Et puis à un moment, la passion était trop forte, allez, j'y vais. Voilà, et la passion a été une rupture professionnelle ou vraiment voilà, une volonté très personnelle. Donc on a toutes sortes de profils par rapport aux personnes qui veulent rentrer dans ce milieu côté professionnel de l'armurerie. Et donc les formations en France, on en parlait pas tant que ça jusqu'à présent. Donc depuis 6-7 ans, on a essayé de mener des actions pour en faire une promotion plus intense et plus grand public. Et c'est pour ça que nous sommes présents sur le salon du Game Fair pour pouvoir montrer et présenter aux familles tous les accès via la formation qui permettent d'entrer dans le métier d'armurier, soit en tant que salarié, soit en tant que créateur, repreneur d'entreprise. Et donc là, pour ces formations-là, donc nous on y est en tant que FEPAM, ici, la Fédération professionnelle des métiers de l'arme. On a un stand, un grand stand, et sur ce stand, on avait à cœur d'accueillir et de présenter pas uniquement la formation que dispense la FEPAM,
mais les 2 autres formations qui permettent de rentrer dans le métier. Donc tout à l'heure, vous aurez 2 professeurs qui pourront vous expliquer justement les modalités d'accès qui sont très différentes. Une des écoles étant basée à Saint-Étienne, le lycée Benoît Fournéron. C'est la seule école en France qui dispense la formation au CAP et BMA d'armurerie. Et l'autre école en langue française qui est en Belgique, à Liège, qui donc dispense également une formation armurière, mais technique. Pour ces 2 écoles, ce sont des armuriers techniciens. Et la FEPAM, par contre, elle propose une formation à caractère complètement différent, qui n'est axée que sur l'aspect réglementaire. Donc qui est une formation de beaucoup plus courte durée et qui va faire que celui qui sera diplômé de la FEPAM aura connaissance de tout ce qu'il a le droit de faire, ne pas faire et comment le faire. Voilà, au sein de son magasin, avec ses clients, dans la gestion de ses commandes, dans l'organisation de son magasin, dans son stockage, enfin tout ce qui est la vie d'une armurerie. Jean-Christophe, la formation, la des armuriers, mais d'autres formations, c'est quelque chose qu'Interprochas suit évidemment. Ah mais moi je bois les paroles de Bertille parce que je crois que la formation c'est la base de la continuité et de la pérennité de nos métiers. Nous sommes tous des professionnels qui avons déjà un certain parcours dans nos métiers et si on n'a pas une formation, et comme le soulignait Bertille, de jeunes et de moins jeunes, dans les autres métiers c'est un peu la même chose. Il y a des fois des reconversions professionnelles, des choix de vie qui n'ont pas pu être réalisés en départ de carrière, mais c'est vraiment important que nous les professionnels nous mobilisions pour donner accès aux gens qui ont envie de faire nos métiers, de leur permettre un parcours de formation professionnelle pour acquérir l'ensemble des compétences pour être après opérationnels sur le plan de leur projet personnel. Ça me paraît essentiel et je crois que moi c'est un sujet en tout cas qui me tient à cœur. Bon Bertille, ce que nous allons faire, c'est que vous allez laisser votre place et nous allons accueillir... Je vais le refaire, pardon. Bon Bertille, ce que nous allons faire tout de suite, c'est que vous allez laisser votre place et nous allons accueillir par exemple Franck. Non, Victor, non, c'est Victor. Je le refais. Allez. Bien, ce que nous allons faire, Bertille, c'est que vous allez laisser votre place et nous allons accueillir l'un des 2 professeurs dont vous nous avez parlé. Voilà, donc on va accueillir par exemple Victor, Allez, qui Victor. est de l'école de Liège et qui pourra présenter l'accès à la formation de cette école. Et ça sera avec grand plaisir parce que vraiment au cœur de la FEPAM, on cherche vraiment à pouvoir communiquer sur tous ces modes d'accès. La FEPAM, on le répète parce que parfois il peut y avoir confusion, donc c'est clairement identifié. La FEPAM ne dispense aucune formation technique. Ça, ce sont vraiment les lycées professionnels qui s'occupent de cette partie-là. Merci. Donc on a à cœur de les accueillir. Merci Bertille. Merci, Place à Bertille. Victor. Je vous en prie. Merci. Et voilà, la magie de la télé, Bertille a disparu. Et qui apparaît? Il s'agit de Victor de Marteau, professeur à l'école de Liège. Oui. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue Victor. Tout d'abord, présentez-nous votre école. Donc mon école se situe à Liège, c'est donc l'école d'armurerie Léon Mignon, qui a 125 ans cette année. Et donc il y a 4 sections à Léon Mignon. Il y a donc bien sûr l'armurerie, la gravure, la bijouterie et la fine mécanique. La section la plus importante c'est l'armurerie, c'est là où il y a le plus de français aussi. Il y a plus ou moins 80% de français je dirais. Et combien d'élèves? Ça c'est une bonne question. Non, parce qu'il y en a 20, 40, 50, 100. Ah non, rien qu'en armurerie il y en a plus d'une centaine. Ah voilà. Oui. Et donc dans notre école, ça se fait en 3 ans, le cursus le minimum. Donc la première année, les élèves apprennent à limer. Donc c'est pour moi l'année la plus difficile parce que c'est pas très passionnant, c'est-à-dire que l'élève lime un bloc pendant minimum 6 semaines. Et donc là vraiment c'est apprendre le coup de lime. Et c'est seulement après que l'élève pourra passer à autre chose, des formes plus intéressantes et par la suite travailler sur des pièces d'armes. Donc après cette 4e, c'est la 5e année. Et cette 5e, là, ils apprennent à travailler sur des pièces didactiques, donc sur une bascule. La bascule, c'est la pièce maîtresse du fusil. Et donc ils fabriquent plusieurs systèmes comme ça pendant l'année. Et c'est seulement après la 3e année, donc la 6e, l'année du diplôme, où là ils achètent un kit de pièces de fusil, donc leur fusil, ils travaillent sur leur fusil. Et eux aussi font des stages en entreprise. Et donc voilà, si tout se passe bien, en 3 ans, ils sont diplômés.
Après, ils peuvent faire aussi des spécialisations, donc en 7e bois ou métal. Donc ça peut se faire en donc minimum 3 ans, mais 4 ou 5 ans, toujours en armerie. Donc en montage à bois, ils apprennent à faire des crosses sur mesure, crosse et longuesse. Et en 7e métal, ils font différents mécanismes, par exemple une Moser, d'autres types d'armes que pendant la 6e. Victor, je veux être armurier, je veux aller à l'école de Liège. Qu'est-ce que je dois faire? Mais donc il y a 2 manières de rentrer à l'école d'armurerie à Liège. Soit vous arrivez, vous avez 15-16 ans, vous avez fini la 3e, et donc là vous n'avez pas besoin de bac pour rentrer à l'école. Et donc là vous avez donc les cours généraux, donc français, maths, tous les cours généraux. Ou alors vous avez votre bac et donc là vous êtes dispensé des cours généraux. Donc vous avez toujours aussi les cours d'atelier comme les autres élèves, sauf que vous avez plus de temps pour l'atelier et les autres cours techniques liés à l'armurerie. Mais comment on rentre dans votre école? Est-ce qu'il y a un examen? Non, il n'y a pas Est-ce qu'il y a un d'examen. entretien? Non. Ou non, c'est non, juste faut postuler. je veux y aller, Oui, voilà, on y va? comme ça. Oui. Ah bah c'est très simple en fait. Oui. Hein, c'est très très simple. Je voulais qu'on parle avec vous, Jean-Christophe, de l'ouverture d'esprit de la FEPAM. Oui, absolument. Enfin, c'est ce que je ressens, mais Voilà, moi pareillement, en tant que ça président tombe de bien. l'Interprochasse, bien sûr Stéphane et Victor, moi je trouve exceptionnel dans la démarche de la FEPAM, c'est de s'ouvrir à une école, puisqu'au départ c'est la Fédération française, hein, Oui. et de s'ouvrir à l'école de Liège basée en Belgique. Je trouve ça vraiment extraordinaire, parce que je crois qu'on a, en plus on est tous européens, donc voilà, je trouve qu'il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, et ça permet d'accéder à un maximum de gens passionnés par le métier, de pouvoir justement aller jusqu'au bout de leur passion et d'assurer ces formations et de créer après, comme on disait tout à l'heure, se retrouver soit dans un statut de salarié ou soit dans un statut de créateur ou de repreneur une activité. Comme le soulignait Victor, il y a environ 80% de Français qui viennent à la formation de Liège. Je crois qu'on a vraiment 2 belles écoles de formation entre l'école de Liège et l'école de Saint-Étienne, et je trouve que voilà, cette ouverture sur ces 2 écoles de la part de la FEPAM, moi, me séduit beaucoup et je trouve ça vraiment d'une très bonne qualité intellectuelle. Jean-Christophe, vous parliez de l'école de Saint-Étienne, ça tombe bien, vous savez pourquoi? Parce que Victor va céder sa place et nous allons accueillir Franck, professeur à l'école de Saint-Étienne. Merci. Voilà. Merci Avec Victor, plaisir. merci bien. Franck, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc professeur à l'école de Saint-Étienne. On a entendu Victor. Est-ce que l'école de Saint-Étienne et l'école de Liège ont la même approche? Alors déjà bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Oui, alors on n'a pas tout à fait la même approche. C'est-à-dire que nous déjà notre recrutement est après une formation de bac pro, généralement bac pro, métier de la mécanique, usineur, outilleur, microtechnique. Donc déjà on demande déjà d'avoir un diplôme vraiment issu de la mécanique. Et puis après on a différentes formations. On a une formation CAP en 1 an, par apprentissage ou en formation initiale. Et puis après, on a le brevet des métiers d'art en 2 ans, où là, le brevet des métiers d'art, on va plutôt être sur de la conception et de la fabrication. Donc très rapidement, ils vont toucher des armes. On va fabriquer en 2e année une arme complète, que ce soit une arme de chasse ou de tir sportif. Donc on n'a pas tout à fait la même approche. Le CAP, on est plus sur aussi de la réparation et de l'entretien, c'est en 1 année. Et vraiment, le BMA, on a aussi des élèves qui passent de CAP en BMA, qui montent après en BMA. Ce n'est pas systématique, ça leur fait 3 années. Et c'est vrai que 3 années, on peut sortir des projets très intéressants à l'issue du brevet des métiers d'art. Franck, Saint-Étienne, j'ai de vieux souvenirs à mon âge de Manu France. C'est vraiment le berceau de la fabrication des armes, Saint-Étienne? Oui, c'est vraiment le berceau. Puis nos formateurs aussi sont tous issus du monde de l'armurerie. Nous avons en formateur des meilleurs ouvriers de France, que ce soit sur les montures à bois ou sur la mécanique. Donc la formation est vraiment au cœur de cette cité. Et nous sommes, intégrés dans un lycée public, donc où il y a plein de formations, mais le pôle armurerie est intégré dans un lycée de l'établissement public. Franck, si je veux, j'ai posé la même question évidemment à Victor, si je veux devenir armurier, qu'est-ce que je dois faire pour intégrer l'école de Saint-Étienne? Alors déjà, avoir une formation bac pro usineur, outilleur.
On a des élèves qui ont des BTS même, qui peuvent poursuivre en BTS, bureau d'études ou production ou DUT génie mécanique et venir intégrer le BMA. On ne refuse pas, au contraire. Cette année d'ailleurs on a un élève qui est en première BMA, qui a un DUT génie mécanique et qui va nous sortir un projet, parce qu'on utilise quand même deux techniques. On utilise les techniques un peu traditionnelles et puis aussi très modernes avec l'impression 3D, le travail de l'aluminium, des matériaux composites. Et donc là, ces personnes-là aussi qui sortent de DUT génie mécanique peuvent nous apporter aussi des choses très intéressantes sur une production d'un prototype très futuriste. Concrètement, combien d'élèves? Alors, nous recrutons en BMA 12 élèves, en CAP aussi 12 élèves en formation initiale et 12 en apprentissage. 36 élèves. Donc 36 élèves. Si je compte bien. 36 élèves. Ce sont des petites sections, mais voilà, avec une très bonne cohésion au niveau du groupe. C'est-à-dire qu'on est un petit peu à part au niveau d'établissement, le pôle armurerie. Une sorte de compagnonnage, on peut dire. Voilà, nos élèves sont vraiment tous très motivés, puisque on veut dire en BMA, leur projet, ils passent au moins 500 à 600 heures, et seules les heures de l'établissement ne suffiront pas pour faire leur projet, donc ils travaillent à côté pour mener à bien des projets vraiment avec des finitions de vraiment très bonne qualité. En un an, il faut vraiment quand même travailler vraiment pour sortir quelque chose avec une qualité comme celle-ci. J'imagine bien. Voilà. Jean-Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rebondir là-dessus parce que moi, en tant que président d'Interprochasse, j'ai eu le plaisir d'être invité à la remise des trophées des arquebusiers à l'école de Saint-Étienne il n'y a pas très longtemps, le mois dernier je crois. Et j'ai été vraiment bluffé, mais vraiment bluffé justement par voilà, cette dextérité des élèves. C'est vraiment un métier d'art et moi qui suis un fervent défenseur des métiers d'art d'excellence à la française, le Made in France, j'ai vraiment été épaté. Pas surpris parce que je suis un passionné de chasse, mais justement en tant que passionné de chasse et de le voir de l'extérieur, même moi je suis professionnel, mais dans des autres cœurs de métier, ça m'a permis de le découvrir de l'intérieur dans le cadre de la formation. Pour moi, la formation, c'est essentiel, puisque c'est quand même l'avenir de nos métiers. Sans formation, on n'aura plus de personnes qui pourront créer des armureries ou reprendre des armureries, donc c'est déjà essentiel. L'école de Saint-Étienne, effectivement, qui est dans le berceau, bien évidemment, de l'armurerie française, perdure aussi cette tradition et pour moi, c'est extrêmement important. C'est vraiment essentiel aussi et la qualité justement de la formation que j'ai pu découvrir en discutant avec les professeurs, là aussi, j'ai vraiment été bluffé. Donc je sais que je reviendrai avec plaisir l'année prochaine à ce trophée-là. Ouais, c'est vrai que le trophée permet de récompenser tous les lauréats du brevet des métiers d'art. Donc on se retrouve avec des professionnels qui évaluent un petit peu le travail. Et c'est vrai que là, on a quand même des armes très diverses, et avec une qualité extraordinaire quand même. Magnifique. Surtout, en un an de travail, c'est quand même énormément. On ne se rend pas bien compte quand même, mais c'est énormément de travail. Ouais, vraiment, bravo. Franck, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Jean-Christophe, à bientôt. À bientôt. Au revoir.